Vladimir Poutine et ses commandants du Kremlin sacrifièrent leur armée, et ils ont de plus en plus de mal à recruter suffisamment de nouvelles troupes pour remplacer celles qu'ils ont perdues. C'est le début de la fin. Sur le papier, cela n'aurait jamais dû arriver. Au début de la guerre, la Russie pouvait mobiliser une force bien supérieure à celle de son adversaire. Elle ne disposait pas seulement d'un avantage massif en effectif, mais elle avait aussi des avantages dans tous les autres domaines importants, du nombre de chars et de véhicules blindés à sa disposition jusqu'à sa force aérienne, qui était et reste bien plus grande et puissante que celle de l'Ukraine. Avec un bon plan tactique et une réflexion stratégique intelligente, la Russie aurait pu et aurait dû être capable d'atteindre ses objectifs. Elle aurait tout de même subi des pertes, mais elle aurait pu mener cette guerre de façon bien meilleure et plus efficace si elle l'avait prise suffisamment au sérieux et n'avait pas commis l'erreur fatale de sous-estimer son adversaire aussi gravement, en agissant avec une arrogance aussi obstinée à maintes reprises. Au lieu de cela, la Russie a effectivement commis ses erreurs. Et non seulement elle n'a atteint aucun de ses objectifs énumérés, mais au fil du temps, ses pertes ont commencé à s'accumuler, franchissant un seuil tragique après l'autre. En juillet 2024, des rapports ont révélé que le pays avait subi un nombre stupéfiant de 500 000 pertes estimées. Moins d'un an plus tard, en juin 2025, le nombre de pertes du Kremlin a dépassé le million. Et les pertes ont continué, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Au début de 2026, il a été rapporté que les pertes totales de l'armée russe avaient dépassé 1 250 000 de soldats tués ou blessés. C'est sans précédent. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Russie ou l'Union soviétique a été impliquée dans de multiples guerres. Elle a subi 120 morts en Corée entre 1950 et 1953, 669 de plus en Hongrie en 1956 et 96 en Tchécoslovaquie en 1968, entre 14 000 et 16 000 lors de sa guerre de 10 ans, avec l'Afghanistan de 1979 à 1989, et encore entre 12 000 et 25 000 morts, estimés lors des deux guerres avec la Tchétchénie dans les années 90 et les années 2000. Même si l'on additionne toutes ces pertes provenant de plusieurs guerres sur 6 décennies différentes, le total ne représente qu'une infime fraction des centaines de milliers de pertes estimées que la Russie a subies en Ukraine. Il en est de même pour le total des victimes, pas seulement les pertes humaines. En effet, après avoir analysé les chiffres, le média ukrainien Agenva News a écrit sur Telegram « Les pertes totales dans l'armée russe pendant les 4 années de guerre ont été 5 fois supérieures au nombre total de pertes soviétiques lors de toutes les guerres depuis la Grande Guerre patriotique. Elles étaient 17 fois supérieures à celles de l'Union soviétique en Afghanistan et 11 fois à celles de la Russie en Tchétchénie. C'est de loin la bataille la plus sanglante et la plus brutale pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Et la situation ne fait qu'empirer. Les chiffres révèlent que le taux de perte de la Russie a constamment augmenté. En 2025 par exemple, la Russie a subi le même nombre total de pertes qu'elle avait subi au cours des 3 premières années de la guerre réunie. Au dernier mois de 2025, la Russie a perdu environ 35 000 soldats. La tendance s'est poursuivie en 2026 avec encore environ 30 000 pertes estimées en janvier. Il y a 2 grandes raisons pour lesquelles cela s'est produit et continue de se produire. La première se résume en un mot, l'entêtement. Tout au long de la guerre, la Russie a montré une remarquable réticence à s'écarter de ses doctrines. Elle a persisté avec les mêmes tactiques inefficaces, encore et encore, même lorsque ses stratégies précises n'ont pas donné de résultats positifs sur le champ de bataille. Les commandants russes ont refusé de changer d'approche de quelque manière que ce soit. Ils ont envoyé d'innombrables hommes à l'abattoir, comptant presque exclusivement sur ce que l'Ukraine a qualifié de tactique d'assaut de la chair à canon, qui consiste essentiellement à ordonner à des escouades d'assaut russes d'attaquer les positions ukrainiennes sans beaucoup, voire aucune, aide ou protection blindée pour les soutenir ou les protéger. Pour aggraver les choses, beaucoup des soldats qui composent ces équipes d'assaut sont mal entraînés et mal équipés, ce qui leur laisse encore moins de chances de survie. En conséquence, il n'est guère surprenant que la Russie ait subi autant de pertes, puisqu'elle a essentiellement fait du sacrifice humain un pilier fondamental de toute sa philosophie militaire en Ukraine. Le Kremlin a clairement montré au monde et à sa propre armée qu'il n'a aucun scrupule à mettre leur vie en danger, et à laisser s'accumuler les corps des soldats russes. Si c'est ce qu'il faut pour capturer l'Ukraine,
morceau de terre par morceau de terre. D'un côté, il y a une certaine logique tordue dans les tactiques de la Russie. Puisque le pays dispose d'une force nettement supérieure à celle de l'Ukraine, il devrait en théorie pouvoir user son ennemi avec le temps, en utilisant ses assauts de force brute pour éroder leur défense, avant de finalement percer et avancer vers la victoire. D'un autre côté, ce n'est pas ainsi qu'une grande superpuissance militaire devrait agir. Un pays doté de grands stratèges et tacticiens militaires ne s'en tiendrait jamais à une tactique qui s'est révélée aussi inutile et coûteuse, entraînant de lourdes pertes pour des gains minimes. Il devrait être capable de penser de façon plus stratégique que cela, en utilisant les nombreux avantages dont il dispose pour trouver des moyens de percer les lignes défensives ukrainiennes et de capturer des territoires clés. Mais la Russie ne semble pas consacrer beaucoup de temps, d'efforts ou d'énergie à la réflexion stratégique. Elle préfère plutôt s'obstiner à poursuivre le même plan qu'à l'accoutumée, croyant avec entêtement que tout finira par s'arranger. C'est pourquoi, même après des années de guerre, nous voyons encore les mêmes types d'histoires se répéter, les mêmes assauts inutiles, les mêmes déséquilibres extraordinaires en termes de pertes et de victimes entre les deux camps. Regardez Kupiansk, par exemple. La ville est située à un emplacement stratégique dans la région de Kharkiv. Elle est bien connue comme un nœud ferroviaire crucial avec de solides liaisons de transport vers l'intérieur du territoire ukrainien. En tant que telle, elle est une cible de choix pour les forces russes depuis un certain temps, et le contrôle de la ville est passé d'un camp à l'autre, à plusieurs reprises au cours de la guerre. La Russie s'en est emparée dès février 2022 par exemple, avant que l'Ukraine ne reprenne le contrôle lors de la contre-offensive de Kharkiv en 2022. Les forces russes sont revenues dans la ville à la fin du mois de mai 2024, mais ont été repoussées peu de temps après. À la fin de 2025, la ville était de nouveau partiellement occupée par les troupes du Kremlin. Mais en septembre 2025, les forces ukrainiennes ont de nouveau mené une opération de contre-offensive, visant à débarrasser la ville des derniers saboteurs russes et des groupes de reconnaissance. Certains des meilleurs combattants du pays ont été envoyés dans la région, y compris des membres de la célèbre 13e brigade Katia. Lentement mais sûrement, ils ont discrètement traversé les forêts autour de la ville durant l'automne, avant d'avancer vers Kupiansk et de hisser leur drapeau national sur les ruines du bâtiment du conseil municipal. Les troupes de Kiev ont été étonnamment efficaces. D'après des renseignements partagés avec l'armée britannique, les forces ukrainiennes auraient tué 27 fois plus de Russes qu'elles n'ont perdu d'hommes en tentant de reprendre Kupiansk. Bien que les chiffres exacts n'aient pas été publiés, on pense que les Ukrainiens en progression ont réussi à encercler environ 200 soldats russes, tout en blessant ou tuant des milliers d'autres dans la région au cours de l'année 2025. Peu importe les statistiques exactes, un ratio de perte de 27 pour 1 est stupéfiant. Cela montre à quel point la balance a basculé en faveur de l'Ukraine, et à quel point la Russie souffre à cause de ces tactiques insensées et carrément absurdes. Ce n'est pas un cas isolé. Les statistiques et les rapports militaires montrent que l'Ukraine surpasse constamment la Russie sur l'ensemble des centaines de kilomètres de la ligne de front qui sépare les deux forces. Le ratio de pertes dans certains endroits stratégiques a atteint jusqu'à 1 pour 20, voire 1 pour 25, tandis que la moyenne générale se situe autour de 1 pour 6 ou 1 pour 7, avec de légères variations selon les sources. Cela signifie que même dans les zones les plus disputées, les forces ukrainiennes éliminent jusqu'à 7 soldats russes pour chaque soldat ukrainien tué. Maintenant, avant que nous examinions pourquoi ces chiffres sont totalement intenables et l'autre grande raison qui les explique, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. L'incompétence tactique de la Russie n'explique qu'en partie ces pertes catastrophiques. L'Ukraine mérite également une grande reconnaissance car alors que toute la campagne de la Russie s'est articulée autour d'attitudes obstinées et d'un engagement sans faille envers les mêmes stratégies coûteuses, l'effort défensif de l'Ukraine a été une toute autre histoire. Dès le début de la guerre, les forces de Kiev ont montré leur capacité d'innovation. Elles n'hésitent pas à innover, à bousculer les habitudes et à adapter leur stratégie aux conditions changeantes du conflit, en ne s'en tenant jamais trop longtemps à la même tactique, en cherchant toujours de nouveaux moyens de surprendre et de prendre l'ennemi au dépourvu. L'Ukraine a fondé sa guerre sur la capacité d'adaptation, et elle a récolté les fruits de cette approche à de nombreuses reprises. En fait, à bien des égards, c'est grâce à la capacité de l'Ukraine à imaginer tant de stratégies ingénieuses que le pays est encore dans cette guerre aujourd'hui,
et qu'il a fait un travail remarquable pour défendre ses territoires et empêcher la Russie d'avancer et d'atteindre ses objectifs. Nous pouvons, par exemple, observer à quel point l'Ukraine s'est bien adaptée à la guerre par drone comme exemple de sa remarquable capacité à innover en temps réel. Lorsque la Russie a commencé à utiliser des drones pour bombarder les villes et villages ukrainiens, détruisant les infrastructures civiles et tuant d'innombrables innocents, Kiev aurait pu céder ou s'effondrer. Au lieu de cela, elle s'est adaptée et a évolué. Elle a développé sa propre armée de drones avec des dizaines d'entreprises de défense nationale, créant un arsenal varié de véhicules aériens et de surfaces sans pilote pour riposter contre la Russie. Elle est devenue un leader mondial dans la technologie des drones, orchestrant des attaques, comme l'opération emblématique Toile d'araignée, des frappes sur des aérodromes russes, à l'été 2025, et d'innombrables autres attaques réussies contre des dépôts de carburant ennemis, des raffineries de pétrole, des usines de production, des dépôts de munitions et d'autres cibles de grande valeur. Les forces ukrainiennes ont également trouvé des moyens d'exploiter leurs drones sur toute la longueur et la largeur des lignes de front, transformant des zones entières en véritables pièges mortels pour toute escouade d'assaut russe malchanceuse qui osait y mettre les pieds. Cela a conduit les drones ukrainiens à éliminer un nombre croissant de soldats russes au fur et à mesure de l'avancée de la guerre. 24 600 en octobre 2025 par exemple, suivi de 26 100 un mois plus tard, puis un chiffre stupéfiant de 33 000 le mois suivant. Les drones ne sont pas le seul moyen pour l'Ukraine de réduire l'avantage en effectif de la Russie. Les forces armées du pays ont également développé d'autres tactiques efficaces, en première ligne, comme la stratégie d'appât et d'épuisement, qui consiste à attirer les équipes d'assaut russes sur des itinéraires prédéfinis, à faire semblant de fuir des positions défensives, à endormir l'ennemi dans un faux sentiment de sécurité et de confiance, avant de leur faire pleuvoir des tirs d'artillerie, de drones et de munitions rôdeuses depuis les airs. Grâce à ce type de tactique, l'Ukraine ne porte pas seulement un coup massif à la réserve de l'armée russe, mais elle empêche également la machine de guerre du Kremlin de pouvoir avancer dans de nombreuses zones clés. En effet, les graphiques montrent que la Russie avance à l'un des rythmes les plus lents de toute son histoire militaire, ne gagnant que de minuscules poches de terrain, dans des zones comme Kupiansk, Chassiv Yar et Pokrovsk, tout en perdant des milliers de soldats dans le processus. Il est probable que la situation empire pour les forces de Poutine désormais. Parce que l'Ukraine ne se contente pas de ses chiffres actuels, elle veut aller encore plus loin, Kiev ayant fixé à son armée l'objectif d'augmenter les pertes russes à environ 50 à 60 000 soldats par mois. Si cela arrivait, il n'y aurait plus de retour possible pour la Russie, et la perspective que le pays doive admettre sa défaite et enfin se retirer du sol ukrainien deviendrait de plus en plus probable. Voici pourquoi. Pendant les premières années de la guerre, du point de vue de Moscou, il n'importait pas forcément tant que ça que le pays subisse de si lourdes pertes. Même lorsque l'Ukraine parvenait à éliminer 15 000, 20 000, voire 30 000 soldats russes par mois, la Russie était toujours capable de compenser ses pertes. Elle utilisait plusieurs méthodes, telles qu'offrir d'importantes incitations financières aux nouvelles recrues, cibler les régions les plus pauvres et promettre de riches récompenses aux familles en échange de l'engagement au combat. Les recruteurs russes exercent également des pressions sur les minorités ethniques, comme les immigrés originaires des pays d'Asie centrale, allant parfois jusqu'à les menacer d'expulsion ou d'emprisonnement s'ils refusent de combattre. On a même vu le pays offrir aux détenus, y compris des meurtriers et des violeurs, la possibilité de réduire leur peine de prison s'ils acceptent de combattre en Ukraine. Grâce à ces tactiques, la Russie a constamment réussi à atteindre, voire à dépasser, ses objectifs de recrutement. Cela a beaucoup compliqué la vie de l'Ukraine. Parce que même lorsque son armée connaissait de grands succès sur le terrain, éliminant de nombreux soldats russes et reprenant des territoires perdus, de plus en plus d'escouades d'assaut ennemies arrivaient rapidement pour remplacer celles qui avaient été perdues. Telle une armée invincible de jeux vidéo, la Russie paraissait disposer d'inépuisables soldats, renouvelant sans cesse ses rangs et maintenant la pression sur tout le front. Mais aucune armée n'est inépuisable. Même un vaste pays comme la Russie, avec une population de plus de 140 millions d'habitants, ne dispose pas d'un réserve infini de soldats à mobiliser. Et finalement, les efforts de l'Ukraine ont commencé à devenir trop difficiles à gérer pour le Kremlin. En janvier 2026 par exemple, les registres montrent que la Russie a perdu 9000 soldats de plus qu'elle n'a pu en recruter. Selon le secrétaire à la défense du Royaume-Uni, John Healey, ce n'est pas non plus un incident isolé. Cela devient une tendance. Depuis plusieurs mois,
L'armée russe a commencé à perdre régulièrement plus d'hommes qu'elle ne peut en recruter pour les remplacer, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Plusieurs années après le début de la guerre, le nombre de Russes réellement disposés à se battre en Ukraine a considérablement diminué, et la plupart des personnes qui voulaient s'engager l'ont déjà fait. Aujourd'hui, même si les recruteurs offrent de grosses récompenses en roubles pour de nouvelles recrues, beaucoup de personnes valides vivant encore en Russie ne sont pas vraiment intéressées à s'engager pour ce qu'elles considèrent comme une mission suicide. En fait, des rapports montrent qu'un chiffre stupéfiant d'un homme russe sur 25 a été tué ou mutilé depuis le début du conflit, laissant de moins en moins de personnes prêtes et capables de les remplacer. Le moral a également chuté, parce que les Russes ne sont pas aveugles. Lorsque la guerre a commencé, ils ont peut-être cru les affirmations du Kremlin selon lesquelles cette soi-disant opération militaire spéciale était nécessaire et que tout serait terminé en quelques semaines. Mais au fil des années, le niveau de confiance dans le gouvernement s'est effondré. D'innombrables familles russes ont dû pleurer la perte de proches, ou accueillir des pères, frères et fils, revenus blessés à jamais et l'esprit brisé. Cela va rendre de plus en plus difficile pour la Russie d'atteindre ses objectifs de recrutement. Et même si elle parvient miraculeusement à le faire, ces objectifs pourraient ne pas être suffisants. Si l'Ukraine parvient à élever encore plus son niveau et commence à éliminer 40 000 ou 50 000 ou même plus de Russes chaque mois, en tuant environ 60% ou plus d'entre eux et en blessant le reste, il n'y a aucun moyen pour la Russie de maintenir son armée. Ses effectifs commenceront enfin à diminuer. Quand cela arrivera, les opérations offensives le long des lignes de front ralentiront. Les commandants du pays devront abandonner certains efforts offensifs pour en privilégier d'autres. Les groupes d'assaut seront plus petits et faibles, car les nouvelles recrues auront encore moins d'entraînement et d'expérience que leurs prédécesseurs. Le moral continuera de chuter à un rythme record, avec de plus en plus de soldats qui seront susceptibles soit de déserter leur poste, soit d'agiter le drapeau blanc et de se rendre à l'ennemi dès la première occasion. Et tout cela mène à une conclusion évidente. La Russie n'aura aucune chance d'obtenir une quelconque victoire en Ukraine. Même si le pays augmente sa dépendance aux mercenaires et tente d'embaucher des soldats venant de la Corée du Nord, de l'Inde, du Pakistan, du Népal et d'Afrique, comme il l'a déjà fait, il lui sera impossible d'en trouver suffisamment. En fait, les statistiques montrent que la Russie a réussi à recruter environ 17 000 de ses mercenaires jusqu'à présent, provenant de différents pays, ce qui serait à peine suffisant pour couvrir les pertes de 2 semaines en Ukraine. Donc, pendant que Poutine et ses commandants serviles continuent de faire de fausses déclarations sur la prise de territoires précieux et la poursuite de la victoire, la réalité est tout autre. Non seulement le pays n'arrive pas à progresser à un rythme raisonnable, mais il perd plus de soldats que jamais auparavant, et il est de plus en plus incapable de dissimuler ses pertes. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la gravité de la situation pour Poutine dans cette vidéo, qui explique comment le président russe a été contraint de regarder ses forces s'effondrer comme un château de cartes face à une récente contre-offensive ukrainienne. Ou bien, regardez cette vidéo pour une analyse plus approfondie de la façon dont toute cette guerre a été la décision la plus stupide de la carrière de Poutine. Une décision qui est sur le point de détruire son héritage et de ruiner son régime une bonne fois pour toutes. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, pour d'autres analyses approfondies comme celle-ci, et des reportages de dernière minute depuis les lignes de front en Ukraine.